Ah, les monstres mythiques du cinéma, ces saloperies qui nous ont fait rêver et vibrer durant des décennies, ou plutôt cauchemarder, hein. Et c'est ça qui les rend iconiques à travers le temps, et ce, même si on les saccage. Un saccage orchestré par une volonté d'Hollywood de surfer sur des franchises lucratives et renommées, quitte à les essouffler parce que, on n'est pas foutu de créer de nos jours, hein. Donc on continue de repomper dans ces licences jusqu'à plus soif pour le pire et surtout pour le pire. De ce postulat, il est difficile de ne pas évoquer les extraterrestres les plus emblématiques de l'histoire du cinoche, à savoir déjà Predator, qui avait notamment fait l'opening de la rubrique du Boozoscope, hein, rappelez-vous, à travers le film The Predator, mais la saga Alien n'est effectivement pas en reste. Après un piétinement en règle à travers 2 films Alien vs Predator qui nous ont fait pleurer très fort, hein, mais pas par émotion, c'est Papy Ridley Scott qui avait décidé de revenir à la saga qu'il a lui-même initiée. D'un projet longtemps baptisé Alien 0, il a finalement réorienté son ambition sur le fantasme de tout amateur du célèbre xénomorphe, à savoir répondre à la grande question, mais qui est donc le Space Jockey ? Et oui, cette créature fascinante qui a trouvé l'inspiration autant que la débilité de créer les facehuggers qui donneront ensuite naissance à la plus grosse saloperie de l'univers, l'alien. On ne pouvait donc pas rêver meilleure chose, mais comme souvent, certaines idées sur le papier devraient rester... sur le papier. Uniquement. Surtout que Papy Ridley, dans un début de sénilité, a préféré marcher sur nos baloches après avoir enfilé sa plus belle paire de godasses à crampons de 12. Et surtout, s'il vantait son intention de profiter de la technologie de la 3D très en vogue à l'époque, notamment post-Avatar 1, pour en proposer des choses visuellement innovantes, le tout dopé par un premier teaser qui mettait clairement l'accent sur l'effroi, via notamment la musique qui n'avait pas de quoi rassurer quant au sort à venir des futurs héros du film. Les craintes ont toutefois commencé elles aussi à se faire sentir, comme l'embrun matinal engendré par une station d'épuration. Et surtout quand on apprenait que le film ne serait pas interdit aux moins de 18 ans. Mais ça, c'était en toute ignorance du reste, et vous l'avez bien compris, si le Boozoscope se penche dessus aujourd'hui, c'est justement en connaissance de cause. Donc, vous êtes prêts? On est parti! Et donc nous voilà partis sur une belle planète calme et 100% nature, hein, manquerait plus que des boutiques véganes tous les 50 mètres, quand soudain arrive un drôle d'énergumène. Donc ce grand monsieur tout blanc là, c'est Bibi l'albinos qui approche d'une falaise sous l'œil attentif de ses potes qui attendent patiemment dans leur vaisseau spatial parce que Bibi en fait il leur avait vanté le fait d'être un champion toute catégorie en matière de plongeon. Oh, joli moulbine, Bibi! Bref, il est presque prêt, mais pour assurer sa meilleure performance et épater les copains, il en va de sa réputation, hein. Il décide de se prendre sa petite boisson énergisante afin d'être vraiment au top. Manque de bol, il se sent pas top, hein, donc ça c'est encore un coup de Lulu qui lui a dû lui glisser en douce une dragée fuga dans son cocktail, pour lui faire une blague, hein. Ce qui n'aide pas Bibi qui souffre déjà du syndrome du côlon irritable de base, ce qui fait que là, avec la dragée fuga, il n'y a pas que les intestins qui finissent en bouillie, mais tout le reste. Et... oh le naze! Donc voilà, Bibi a foiré son plongeon et son nom sera désormais la risée de son peuple à travers des générations. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les restes de Bibi se dispersent dans l'eau, pour qu'on découvre par la suite que son ADN s'apprête à créer la vie. Donc, la vie sur Terre. Et oui, puisqu'on est sur Terre. Donc oui, Bibi est bien à l'origine de la vie sur notre belle planète. Et là, déjà, je sais pas ce qu'il en pense, Papy Ridley, mais ta vie qui devait pas être très présent à la fac, pendant les cours de bio, qui traitait notamment de la théorie de l'évolution. Puisque oui, visiblement, partant de ce postulat, l'ADN de Bibi serait à l'origine de la vie sur Terre, donc autant de celle du castor de Poméranie que de la limace ou encore même de Aya Nakamura.
Quoique, les similitudes entre la limace et Aya Nakamura sont quand même très probantes, hein. De là, quelques millions d'années plus tard, genre quelques millions d'années, à quelques jours près, un groupe d'explorateurs fait une découverte dans une grotte, donc une grotte avec des peintures faites au caca qui dateraient de 35 000 ans, mais surtout un dessin qui les interpelle tous les deux, et donc un dessin qui aurait visiblement la même configuration que d'autres qu'ils auraient découvert beaucoup plus tôt, mais avec plusieurs milliers d'années d'écart. Voilà qui est visiblement intéressant. Mais bon, déjà, va falloir m'expliquer comment, dans une grotte bouchée, au milieu d'une île écossaise avec aucun indice de trace humaine, quelle qu'elle soit, ils ont pu savoir que ce qu'ils cherchaient était là. Déjà, comment ont-ils pu savoir qu'il y avait une grotte à cet endroit? Mais bon, si on commence à pointer du doigt les facilités scénaristiques, on n'a pas fini, hein, surtout avec ce film. Mais on va le faire quand même. Bref, ils sont contents. Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Ok. Et donc un peu plus tard, en 2093, dans un vaisseau spatial, donc lui, un androïde, du coup on va l'appeler C3PO, surveille le bon déroulement du voyage pendant que ces putains de feignasses d'humains pioncent toutes parce que, sont pas foutus d'encaisser un voyage spatial de presque 3 ans sans bouffer, hein. Et alors, ce qu'on ne savait pas, c'est que les robots, ils sont un petit peu vicelards, parce qu'ils matent vos rêves pendant votre sommeil. Donc j'aime autant vous dire qu'il ne faut pas avoir des pensées salaces assez faciles après quelques jours sans aller sur un site pour adultes, parce que lui, je peux vous dire qu'il va le savoir assez rapidement. Mais le fait d'être seul, c'est surtout cool pour lui parce que ça lui permet de faire absolument tout ce qu'il veut, hein, comme mater l'intégrale de Walking Dead, quoique en 3 ans c'est quand même limite, jouer au démineur sur l'ordinateur du bureau sans se faire engueuler, peut-être aussi se faire des teintures violettes pour se la jouer progressiste, ou encore faire des selfies de son cul à côté de la tronche des dormeurs. Sauf qu'un jour... Mais comment c'est possible que ça bouge puisque t'es dans le vide spatial? Alors, à moins d'avoir percuté un truc, mais en l'occurrence, c'est pas le cas ici. Attention, zone de destination atteinte. Du coup, il prépare la cabine de pilotage et s'apprête à réveiller tout le monde, et ça le fait quand même bien chier, parce que ça veut dire que désormais, il va devoir partager le Nutella avec les autres. Et donc le voilà qui rejoint notamment la chambre du commandant, de la commandante, qui donc, après que son corps a été en hibernation durant 3 ans sans nourriture ni entretien physique, se dit que la première chose à faire pour son bien-être, ce serait de se lancer dans le challenge des 1000 pompes. Non mais là en plus tu triches quoi, oh, c'est des demi-pompes que tu fais, descends plus bas bordel. Non mais quand même, ça va vraiment être chaud ce film. Bon, sachant que la commandante a l'air aussi sympa et souriante qu'une porte de prison, donc au lieu de l'appeler Vickers, comme elle s'appelle dans le film, on va plutôt la rebaptiser Rikers, hein, donc c'est plutôt concordant. Bref, pour les autres membres de l'équipage, alors bon, là, ça a la gueule complètement enfarinée, hein, ça dégueule de partout. Votre esprit et votre organisme ont subi un choc, suite à votre état de stase. Donc une situation et des paroles de ces 3PO qui rendent encore plus débile la séance de crossfit de Rikers. Enfin bref, voilà, en gros, sortir de cryostase, c'est un petit peu l'équivalent d'un lendemain de cuite, mais sans avoir eu la chance de faire la chouille avant, quoi. Oh, l'horreur! Et donc on retrouve notamment nos 2 explorateurs du début, donc Zaza et Holloway, qui sont finalement en couple. Et d'autres personnes comme eux. Milburn, biologie, ravi de vous rencontrer. Écoute, je suis pas venu là pour me faire des potes. Ok, ce qui justifie donc de ne pas serrer la main à un mec qui notamment est voué à bosser avec toi et qui, je sais pas, peut-être si tu venais à être confronté à un danger duquel il faudrait te sauver, aurait toute légitimité de te rappeler que non, désolé mec, mais oh, t'es pas venu ici pour te faire des potes, je te le rappelle. Donc tu sais quoi, tu peux aller te faire cuire le cul et sauve-toi tout seul. Ah non mais c'est quand même bien écrit hein, ces personnages. Donc lui c'est un géologue, donc tout naturellement on pourrait l'appeler Pierre, mais bon comme c'est hyper commun, du coup on va plutôt l'appeler Caillou. Ouais c'est cool Caillou. Et lui c'est un biologiste, et alors c'est génial parce que en fait il a déjà un nom parfait donné dans le film, à savoir Milburn. Non, je déconne pas, hein. C'est son vrai nom dans le film, donc même YouTube pourra pas me striker pour vulgarité, c'est génial.
Alors il y a aussi lui, à savoir le chef pilote du vaisseau, donc avec son côté cool, j'ai tout de suite envie de l'appeler chef, hein, en référence à un grand personnage. Et puis alors pour les autres passagers, de toute façon Ridley Scott s'est dit que voilà, on s'en foutait, hein. C'est sympa, hein. Et donc après avoir mangé ses chocs à pic, l'équipage est invité à rejoindre le gymnase afin de se faire briefer sur la mission pour laquelle ils ont fait quand même un voyage de 3 ans, puisque bah oui, la plupart a été embauchés dans une excursion spatiale de 3 ans aller, donc 3 ans retour, et combien de temps entre les deux on sait pas, et ça, c'est bien sûr à la condition de survivre, mais ils ne savent finalement pas pourquoi. Non mais je sais pas, ça s'est passé comment le jour où on les a recrutés? Et donc là, on leur diffuse une vidéo holographique de leur grand patron, à savoir Peter Weyland, hein, donc un vieux monsieur, enfin non, c'est l'acteur Guy Pearce, à qui justement on a collé des prothèses en peau de scrotum sur la figure, parce que, bah, tu comprends, hein, caster directement un vioc, bah, c'était trop compliqué. Ah, c'est intelligent, hein. Bref, et donc Weyland de nous présenter l'une de ses créations en la personne de C3PO. Il est comme un fils pour moi, le seul que j'aurai jamais. Et là, quand tu vois la tronche et la déception de Rikers à ces mots, là, t'as tout de suite compris que Ridley Scott a beau essayer de ne pas nous révéler, de nous le révéler, histoire de coller un peu de suspense dans son film, hein, mais alors si Rikers, elle n'a pas de filiation avec Weyland avant la fin du film, je me coupe une couille. Et donc Weyland de poursuivre sur les objectifs qu'il a eus durant toute sa vie, à savoir de répondre à des questions fondamentales comme « D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'arrive-t-il quand nous mourrons ?» et d'expliquer par la suite qu'en gros, bah, Zaza et Holloway lui ont apporté suffisamment d'éléments à travers leurs recherches pour y répondre à ces questions, et notamment le motiver à financer cette expédition hors de prix, bah, pour laquelle finalement il n'aura pas de réponse, puisque il a prétendu tout à l'heure que, bah, en fait, au moment où ils sont en train de visionner sa vidéo, il est fort probablement mort. Ce qui est particulièrement con. Donc là, si on découvre pas avant la fin du film qu'il est finalement toujours vivant, je me coupe l'autre burne. Le tout en précisant néanmoins un truc très important pour la suite, au sujet de Zaza et Holloway, à savoir... Tous les autres, vous leur répondrez, et à eux seuls. Donc gardez bien ça en mémoire, on va vite y revenir. Et Weyland de terminer en expliquant les origines du nom de la mission et du vaisseau, à savoir Prometheus, donc en référence au fait que bah, le titan Prométhée voulait mettre sur un même pied d'égalité les dieux et les hommes, notamment en leur fournissant le feu. Pour cela, il fut chassé du royaume d'Olympe. Alors, à titre d'info, Prométhée, il n'a pas été chassé de l'Olympe. Il a carrément été enchaîné au mont Caucase pour se faire dévorer le foie par un rapace jusqu'à la mort, pour finalement être ressuscité chaque jour afin de subir le calvaire ad vitam aeternam. Ah, il y a un petit peu une nuance, quoi. Et c'est donc en son nom qu'a été baptisé le vaisseau. Ça annonce la couleur, hein. Ah, moi perso, je crois que même pour 1 million, je participe pas à la mission. Rien que pour le nom du vaisseau, quoi. Et donc c'est parti pour le briefing de nos 2 explorateurs. Bien, je vous montre pourquoi vous êtes là. Donc ce qui confirme que tous ignorent encore pourquoi ils ont pioncé 3 ans à travers l'espace et l'inconnu, et les dangers potentiels qui peuvent l'accompagner, hein. C'est extraordinaire, autant de naïveté, c'est limite touchant, quoi. Et donc on montre à ces gens-là des découvertes faites à travers le monde, d'œuvres picturales ou sculptées, issues de tout âge, hein. Avec le même dessin de géants idolâtrés qui montre vers le ciel le même pictogramme à des peuples primitifs. Donc ça veut dire que les fameux géants, donc en gros des extraterrestres, hein, sont venus sur Terre pour expliquer aux humains qui ils sont et d'où ils viennent. Alors, ok, mais... Alors je sais pas Ridley, mais la religion, tout ça, ça te parle? Pourtant t'es hyper croyant. Je veux dire que si on est capable de faire perdurer des mythes et religions à travers des millénaires, même les cultes les plus stupides, tu m'expliques comment, en revanche, selon ton film, des êtres venus d'ailleurs qui ont vraiment tout pour être des divinités, notamment aux yeux d'êtres primitifs d'antan, n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque mythe ou religion qui aurait perduré à travers les âges. Et que le peu qu'on en connaîtrait, ce serait finalement en tombant par hasard sur des découvertes improbables dans des grottes bouchées, notamment en Écosse, quoi.
Bref, en s'appuyant sur les pictogrammes faits à l'arrache, j'insiste bien sur le à l'arrache, par des peuplades primitives, ils ont réussi à définir le fait que, eh bien, dans tout l'univers, hein, ce qui n'est pas petit, ça correspond à un système stellaire bien précis, oui, hein, donc comme je le disais, hein, basé sur des croquis faits sur des murs par des peuplades primitives qui n'avaient pas non plus développé des trucs avec précision, quoi. Alors on est là parce que vous autres gamins, vous avez trouvé une carte au fond d'une caverne. Hein. Bah, t'avais qu'à demander pourquoi on t'embauchait avant d'aller te foutre en cryostase pendant 3 ans. Bref, en gros, nos explorateurs en ont littéralement déduit que tout cela est en fait une invitation d'ingénieurs spatiaux. Et vous pourriez nous éclairer sur ce qu'ils ont construit? C'est nous qui les ont construits. Et là, ça achève tout le monde. Et comment vous savez? Hein? Je ne sais rien. Mais c'est ce que je choisis de croire. Alors ça, c'est fabuleux. En gros, ils ont fait des plans sur la comète comme quoi des dessins seraient en fait une invitation à un goûter d'anniversaire, tu sais, genre, parce que la meuf, c'est ce qu'elle a choisi de croire. Oui, mais bien sûr. Et donc on a financé cette expédition à raison de plusieurs milliards de dollars avec des gens qui allaient ronquer pendant 3 ans dans l'espace sans savoir pourquoi, pour un truc basé sur une supposition. Après ça, ils sont conviés à rejoindre Rikers dans sa cabine, qui est en gros une capsule de survie, mais alors attention, hein, capsule de survie configurée comme une suite royale, hein, donc avec bar, piano et tout le tralala. Donc oui, nécessaire à la survie, voyons. Pour vous dire, il y a même une cabine médicale autonome sur laquelle on insiste bien en plus dans le film, hein. C'est d'ailleurs tellement bien amené, hein, avec une finesse dans la pure lignée des scénarios de merde. Eh bien, vu la scène d'exposition que Zaza nous en fait de cette cabine médicale, en gros, cet engin, il est obligé de servir dans le film. Franchement, je mets sur la table ma 3e couille. Bref, notre cher Rikers, avec toute sa sympathie d'expliquer la situation, à savoir que, non, contrairement à Weyland, elle croit pas du tout à toutes ces conneries. Et pour moi, vos ingénieurs ne sont ni plus ni moins que des gribouillages de troglodytes mal lavés. Alors dans ce cas, même si bon, je te comprends, hein, parce que faire de suppositions des certitudes, mais bon, fallait pas venir si pour toi c'est une mission inutile basée sur de la merde. Mais surtout, d'être très clair sur un point, c'est que en gros, si tout ça s'avérait vrai... Mais admettons que j'ai tort, vous n'allez ni les contacter, ni les approcher. Alors dans ce cas, pourquoi vous avez fait tout ce trajet? Bah oui, c'est quoi le but de la manœuvre? Aller toquer à la porte des extraterrestres et se barrer en speed, tu sais, avant qu'ils ouvrent la porte? C'est quoi la logique à dépenser 1000 milliards de dollars pour ça? Parce que oui, effectivement, c'est ce que coûte la mission. Et puis surtout, c'est pas comme si Weyland, il avait dit quoi déjà? Tous les autres, vous leur répondrez et à eux seuls. Ah oui, voilà, merci. Vous ferez une seule chose, vous me soumettrez votre rapport. Ok, donc en gros tu veux des pages blanches quoi. Non parce que bon, établir un rapport sur un truc auquel on n'a pas eu droit d'assister, c'est juste un peu dur quoi. Bref, après ce déballage de conneries en règle, il est temps d'aller vérifier les choses sur place, et une fois arrivé dans l'atmosphère de la planète, qui semble être une nature rocheuse sans la moindre vie, hein. Regardez à tribord, au sol, cette vallée. Commandant, vous pourriez nous y faire atterrir? Ah, c'est quand même un sacré coup de bol. Enfin, je veux dire que sur toute l'immensité d'une planète gigantesque, qui semble vraiment sans vie, notre vaisseau ait su trouver la destination, à savoir le seul endroit à des centaines de kilomètres à la ronde, présentant une installation artificielle. Et donc, une fois posé, donc à environ 1 km de la structure la plus proche, parce que le scénario a vraiment besoin qu'il se gare pas trop près non plus, donc vous verrez pourquoi. Pouvez-vous demander à l'équipe d'exploration de se préparer et de nous retrouver dans le sas? Enfin, je comprends plus rien. C'est qui est aux commandes là-dedans, bordel? C'est toi ou c'est Rikers? Et puis surtout, c'est pas comme si, 2 minutes avant, je croyais qu'en fait, t'avais pas le droit d'aller justement voir les extraterrestres, mais finalement, tu y vas quand même. Bref, pendant qu'on se prépare, Zaza, qui est quand même visiblement très stupéfaite de voir notamment un membre équipé d'une arme, hein. Elle est scientifique, cette mission. Il n'y aura pas d'armes. Donc toi aussi, visiblement, t'as oublié les directives de Rikers qui insistaient bien sur le fait que, non, hein, cocotte, hein, désolé, mais c'est pas toi qui paye la note, donc c'est pas toi la chef. Et ensuite, je tiens quand même à te le rappeler que t'es pas sur Terre, donc tu sais pas sur quoi tu vas tomber, quoi.
Enfin, je sais pas, t'as vite fait de te retrouver à devoir choisir entre la mort ou Chichi face à une peuplade inconnue, quoi. Et que de toute façon, si t'avais vu le trailer du film, tu saurais que ça va pas bien se passer, quoi. Donc voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai choisi de croire. Bref, on embarque dans le Dacia Duster et c'est parti pour le dôme inconnu qui, selon Caillou, serait creux. Et donc, une fois sous le dôme, il trouve le sas d'entrée qui est fermé et que, bah, comme personne ne répond, il rentre à la maison et fin. Eh non, restez, c'est pas comme ça que ça se finit, bien évidemment. Même si je sais qu'effectivement, oui, c'est presque dommage, hein. Du coup, Ridley Scott a soigneusement décidé qu'il y aurait un trou dans la porte blindée parce que voilà. Et donc ils poursuivent dans une galerie et avant de se perdre, donc on demande à Caillou de faire une topographie du bâtiment, ce qui permet notamment aux gens qui sont restés dans le vaisseau de recevoir un tracé holographique de l'infrastructure qui se dessine au fur et à mesure, hein. Et donc là, ils arrivent dans une cavité. Il y a quelque chose ici qui génère une atmosphère. Il faisait de la terraformation. Ridley Scott ayant gracieusement oublié que pour que le processus de terraformation fonctionne, il faut évidemment que le bâtiment soit totalement hermétique à l'atmosphère extérieure. Donc, tu m'expliques comment c'est possible avec un trou dans le sas d'entrée? Mais bon, c'est du chipotage encore une fois. Donc Holloway enlève son casque parce que bon, faut bien mourir de quelque chose dans ce film, hein. Et donc, si c'est pas d'une atmosphère toxique, autant que ce soit, je sais pas moi, par n'importe quel truc qui serait susceptible de bouffer les yeux jusqu'au cerveau. Du coup, tout le monde fait pareil parce que plus on est de cons, plus on meurt, hein. Et que de toute façon pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de décès dans ce film, hein. Et donc, pour passer à l'étape supérieure, il faut évidemment s'en donner les moyens. À un moment, C3PO découvre une plaque murale étrange avec des traces de foutre vert dessus, hein. Impressionnant. Ah alors, si peu ça t'impressionne, c'est que t'as jamais vu une boucaquée avec Mia Khalifa dedans, toi, hein. Là, tu vas en voir de la matière visqueuse. Et donc vas-y qui se met à appuyer dans les trous de la plaque, oui, parce que ça ressemble effectivement juste à une plaque de pierre sculptée et rien d'autre, mais lui en fait, il savait que c'était en fait un panneau de commande. Il est fort, hein. Et donc, comme il connaît le code à composer, parce que, hein, on n'a qu'à dire qu'en fait, il a trouvé le carnet des mots de passe et autres codes d'accès dans un coin de la galerie, hein. Ouais, vous verrez, ce sera plus facile, même pour la suite du film, je vous assure. Donc, une sorte de journal de bord holographique, et donc, en suivant les personnages étranges synthétisés par cet hologramme, qui sont en train de fuir, il se retrouve devant le cadavre d'un extraterrestre, donc mort depuis déjà pas mal d'années, hein, et notamment décapité par la porte qui se trouve devant eux. Et alors que tout le monde semble très excité par la découverte... Vous avez raison. Et alors que tout le monde semble très excité par la découverte, eh bien Caillou, lui, il décide finalement de se barrer parce que... Moi je me casse. Moi je suis géologue. J'aime les roches. J'aime beaucoup les roches. Dans ce cas, fallait rester sur Terre, mon pote. T'en as plein de la roche là-bas, hein. Ou alors dis juste que t'as la ch'touille. Enfin, je sais pas, mais t'es quand même devant la plus grande découverte de l'humanité, offrant notamment la réponse à deux questions fondamentales, à savoir, sommes-nous seuls dans l'univers et est-ce que Dieu existe? Mais non, tu te barres, toi, parce que tu préfères les cailloux. Du coup, il demande à Milburn s'ils veulent l'accompagner, donc tu sais, le fameux mec à qui il voulait justement pas dire bonjour, hein. Et toi, tu restes? Non, vaisseau, je prends. Ouais, vaisseau, on prend tous les deux. Tu m'étonnes. C'est vrai, après tout... là, il a quand même le reste d'une entité extraterrestre sous les yeux, je vois pas en quoi ça devrait l'intéresser, le fameux Milburn. Après tout, il est juste biologiste, hein. Non mais ce calvaire, ce film, et dites-vous que pour l'instant, on s'est tapé que le quart, quoi, hein. Après le départ des deux guignols qui veulent effectivement pas participer à la plus grande découverte de notre espèce pour laquelle ils sont quand même pourtant payés, je tiens à le rappeler, on essaie finalement d'analyser le cadavre qui sèche là depuis donc plus de 2000 ans. Du coup, C3PO sort son carnet de code. Ah, je vous avais dit que ce serait plus facile avec cette excuse.
révélant ainsi une pièce disposant en son centre d'une sculpture immense d'une tête humanoïde et des jarres en forme de godes géants, donc qui sont posés à même la terre, hein, où l'on découvre notamment que le sol semble habité par des lombrics. Donc effectivement, cet environnement pousse à la curiosité et donc forcément, chacun y trouve un petit peu son petit centre d'intérêt, comme ces 3PO qui aiment beaucoup les jarres en forme de god, hein, ou encore Holloway qui admire la déco avec par exemple cette porte dont l'ornementation rappelle vaguement un truc, hein, je sais pas. Le tout face à un dispositif doté d'une pierre verte translucide qui amène aussi à pas mal d'interrogations. Bref, quelque chose qui a de quoi pousser le spectateur et notamment le fan de Alien à de nombreuses interrogations ou spéculations, notamment sur ce qu'il pourrait y avoir derrière, sans compter les liens possibles qu'on imagine avec la saga Alien. Eh bien tenez, je vous remontre, profitez-en. Voilà, pouf, c'est fini, disparu du scénario, on n'en reparlera plus jamais. Donc la logique à pondre des trucs étranges comme ça et de s'y attarder un peu pour finalement n'en avoir rien à foutre, non, il n'y en a pas de logique justement. Et de son côté, Zaza, elle a un petit peu oublié qu'elle avait une tête extraterrestre à ses pieds, hein, mais... Nous avons dû affecter l'atmosphère de la pièce. Ce qui impacte sur beaucoup de choses dans la pièce, comme notamment le fait que les jarres se mettent à suinter un liquide noir étrange et que les fresques murales se mettent instantanément à se détériorer. Et donc ces 3PO de chouraver en douce une jarre, tandis que Zaza emballe vite fait la tronche alien pour être sûr qu'elle ne soit pas détériorée, hein, qu'elle reste intacte pour une analyse ultérieure. Quand soudain Chef les contacte. Alors les loulous, je tiens à vous informer que Danse avec les stars, c'est dans 20 minutes. Ce qui fait que dans la hâte, tout le monde décide de rentrer au Duster, cap vers le vaisseau. Mais comme c'est la faute à pas de chance, ils sont suivis d'une tempête de silice qui est absolument pas cool du tout, hein. Ah, ça vous chauffe au cul, hein. Et alors, dans la foulée, il se passe un truc vaguement con, impliquant que Zaza se retrouve coincé dehors, sans possibilité de rejoindre l'intérieur du vaisseau, tout en se prenant des rafales de vent qui l'envolent carrément, hein, associées notamment à de la caillasse grosse comme le poing projetée à 200 km/h. Donc bon, elle se prend ça dans le buffet, mais non, t'inquiète, hein, ça fait pas mal. Enfin bon, cette séquence est totalement illisible, c'est tout pourri, et puis surtout, ça finit que tout le monde sort quand même indemne grâce au sauvetage de ces 3PO, alors que toi, tu regardes ce film dans l'espoir quand même de voir des gens se faire zigouiller, quoi. Et que ça fait genre déjà 40 minutes, et que le seul cadavre du film, c'est une tête âgée de 2000 piges, quoi. Bon, si on fait abstraction de Bibi l'albinos. Et maintenant, là, tout de suite, j'ai envie de vous poser une petite devinette, à savoir, quel est le comble du géologue expert en topographie? Eh bien, de se perdre dans la structure qu'il est lui-même en charge de cartographier. Eh oui, je dis ça parce que... Je suis bien content de vous revoir, mais où sont Milburn et Fifield? Ils sont pas rentrés? Donc oui, nos deux blaireaux se sont perdus sur un trajet de 10 minutes à pied, hein. Donc faut quand même le faire. Et Chef de contacter Milburn et Caillou et de leur expliquer que dehors, la météo est un petit peu merdique, ce qui risque de durer en plus pas mal de temps. Donc va falloir qu'ils envisagent quand même de poser leur valoche ici, dans le dôme, pour la nuit. Donc en plus dans un environnement à moins 24 degrés, hein, c'est cool, hein. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais il a été évoqué un petit peu plus tôt par un membre qu'en fait il faisait cette température, moins 24 degrés dans le dôme. Mais que visiblement personne n'a ressenti l'envie de claquer des dents après avoir retiré son casque. C'est fabuleux. Du coup, nos deux guignols sont pas hyper contents, d'autant que Chef, en plus, il leur a dit qu'il allait les faire chier en leur spoilant l'épisode de Danse avec les stars. Vraiment, quel enfoiré. Puis surtout sur place, entre les traces de foutre vert et puis la viande décapitée un peu trop maturée, il n'y a pas grand chose à se foutre sous la dent pour se faire un festin dans les parages, quoi. Hein. Mais dans le vaisseau, on est tout excité parce que, oui, on va pouvoir trifouiller la tronche de l'extraterrestre, sauf que... Ce n'est pas un exosquelette, non. Ça doit être un casque. Du coup, voyons ce qu'il y a à l'intérieur et... De cette façon. Oh ça alors! Une tronche de lavabo similaire à celle de Bibi le plongeur. Bon, par contre, ici, c'est plutôt lavabo pas propre, hein. Et là, tu sens la déception de tous les fans de la galaxie qui ont longtemps fantasmé sur le mythe du Space Jockey.
Donc vous savez, cette fameuse créature, avec cette allure aussi improbable que flippante, conçue notamment par l'inspiration de H.R. Giger, et donc la déception que, en gros, tu voulais des monstres en allant voir ce film, eh ben non, c'est des humanoïdes en combinaison de vol, quoi. Bref. Vous posez un stimuline dans le locus ceruleus. Je crois qu'on peut donner au système nerveux l'illusion qu'il vit encore. Oh bah oui, tiens, donnons-lui une opportunité d'activité cérébrale qui lui rappellerait que qu'il est mort décapité après qu'il se soit écroulé au sol, hein, suite notamment à une forte douleur abdominale inconnue. Il devrait vachement kiffer ça. Et là... Pas de chance. Bon, en revanche, pourquoi ça explose, on n'en sait absolument rien. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on a décidé. Du coup, on décide aussi d'analyser les restes pour en découvrir quoi? Eh bien que... Superposition. Calcul des données. Correspondance ADN. C'est nous. Donc non, l'homme ne descend pas du singe, mais de ces fameux ingénieurs. Donc fuck off toutes les idées autour de la théorie de l'évolution qui ont pourtant fait l'objet de preuves innombrables à travers les siècles. Mais bon, hein. En fait, ce film, c'est un bousin conçu pour les platistes, quoi. Pendant ce temps, C3PO est parti en douce dans une pièce isolée du vaisseau et se met à discuter avec un caisson de cryostase. Qu'est-ce qu'il vous a dit, David? Il ne souhaiterait sans doute pas que j'en parle. Un passager mystère qui donne finalement des ordres? Qui donc cela pourra-t-il bien être? Mon Dieu, comme cette situation, depuis le début du film, ne donne aucune chance à toute prévisibilité, hein. Non mais est-ce que vous pensez que c'est risqué si je mets, je sais pas, éventuellement ma 4e couille sur le fait que, c'est le seul personnage qu'on nous a présenté dans le film, mais que juste là, que jusque-là ne fait pas partie de l'équipage, quoi. À savoir Peter Weyland. Oui, vous savez, celui qui prétendait avoir financé une expédition hors de prix pour obtenir des réponses aux questions qu'il s'est posées toute sa vie, alors que finalement, il n'aurait pas pu les avoir puisqu'il était censé être mort. Bref, après tout ça, C3PO, il a bien envie de savoir ce qu'il y a dans cette fameuse jarre qu'il a chippée, hein. Donc vous savez, ce truc qui fuyait de partout, sans raison apparente, alors que c'est censé être un contenant hermétique, hein. Bref, c'est totalement débile, et alors, dedans, ça donne ça. Alors ok, mais t'as vu que C3PO, il a pas dû voir The Rock avec Nicolas Cage et Sean Connery, parce que ça rappelle vachement ce truc-là, et je peux vous dire que c'était quand même pas très très cool, quoi. Mais what? Mais t'as aucune idée de ce que c'est, et tu tripotes ça comme si c'était du Palmolive, mec. Les grandes choses ont de petits commencements. Oh, toi, t'as une sale idée derrière les circuits. Du coup, il va voir Holloway qui picole tout le stock d'alcool du vaisseau pour noyer sa déception parce que, ouais, il a pas pu parler avec les ingénieurs vu qu'ils sont tous morts, hein. Enfin bon, j'ai envie de dire, sois au moins satisfait de ça puisque d'avance, Rikers, elle t'avait dit que de toute façon, tu devais même pas les approcher. Donc, t'as eu plus que ce que tu étais autorisé à avoir. Rien qu'en matant un cadavre. Du coup, comme ça pète l'ambiance, C3PO de lui demander... Qui était votre favori dans Danse avec les stars? Jules? Et justement, comme c'est Jules qui a gagné la finale... Alors on peut trinquer à cela, j'imagine. Donc une petite entourloupe mal placée pour glisser une goutte de produit douteux dans le verre d'Holloway, juste comme ça, hein, pour voir ce que ça fait, histoire de rigoler, hein. À votre santé. Pochetron, va. Et alors du côté de Caillou et Milburn, ça transpire pas la sérénité, hein, surtout qu'il tombe sur un charnier extraterrestre. Et ce qui ne va pas arranger les choses, c'est quand Chef va les contacter parce que les drones de cartographie détectent un truc. Ce qui apparaît, c'est une forme de vie. Mais un signal qui a fini par disparaître. Bon, les enfants, dormez bien. Pas trop de partous, d'accord? Ah ok, donc t'as deux mecs qui sont face à des cadavres, il y a des phénomènes étranges détectés, mais visiblement, on s'en fout, hein. On va même surtout pas en parler à qui que ce soit, hein. Non mais sérieux, ça a été écrit par un enfant de 5 ans, quoi. Et encore, un enfant de 5 ans, il a suffisamment l'esprit de logique pour savoir que 2 plus 2, ça fait 4. C'est extraordinaire. Bref, comme il n'y a plus d'alcool, Holloway a décidé finalement d'aller cuver, et donc il retrouve Zaza dans la chambre, et cette dernière de lui expliquer que, en gros, les humains et les ingénieurs, c'est la même merde, ce qui ne redonne évidemment pas le sourire à Holloway, parce que,
Bah oui, hein, parce que lui, comme il disait tout à l'heure, il voulait leur parler et surtout, bah, il en arrive à la conclusion que... C'est qu'il n'y a aucun mérite à pouvoir créer de la vie. Ouais, tout le monde y arrive. À ces paroles, Zaza finit totalement frustrée en expliquant que bah non, parce que bah elle par exemple, elle est stérile. Autrement dit, le mec, il ose balancer ça à sa gonzesse tout en sachant qu'elle n'est même pas capable, elle, de pouvoir avoir de gosses. L'abruti par excellence. Du coup, pour détendre l'atmosphère, il lui propose une petite partie de questions-réponses, donc si tu trouves pas la réponse à la question, eh ben on nique. Et comme la question c'est ça... Quelle est la différence entre un pigeon? Bah voilà, du coup Zaza va devoir baisser sa culotte. Bon, entre-temps, comme sa chambre, elle est à côté de celle de Zaza et Holloway, et que bah ça l'empêche de dormir. Vous dormez pas, Rikers? Non, c'est Zaza, elle a la tête qui tape dans le mur à répétition, ça m'empêche de dormir. Et donc Chef qui ne l'informe surtout de rien hein, au sujet de Caillou et Milburn, merci. Et en conséquence, parce que bah y a pas que Zaza qui a droit à sa petite pétée dans ce vaisseau. Ma chambre. 10 minutes. Ah oui, vite fait quoi, 10 minutes. Du côté de nos deux flippettes coincées dans le dôme, leur balade les a menés à la salle des jarres, qui est couverte de matière visqueuse noire jusqu'à ce que... C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Ok, d'accord. Et en sort ceci, donc une sorte de serpent à tête de gland. Et alors c'est assez amusant parce que Milburn, qui est censé être un peu une flippette depuis tout à l'heure, hein, et ben lui, face à une bestiole alien qui ressemble déjà à un serpent de l'espace, il fait ça. Elle est magnifique. C'est une dame, regarde. Donc là, on est presque en gros face à un cobra de l'espace, hein, carrément, et donc qui montre en plus visiblement des réflexes d'intimidation quand on l'approche, mais non, non, hein, Milburn, lui, il veut faire joujou avec. Ah, j'en peux plus, quoi. Jusqu'à ce que... Bah oui, manque de bol, il se fait péter le bras, et alors que Caillou veut découper cette saloperie pour l'en libérer... Donc le sang de la bestiole, alors visiblement de l'acide, hein, crame la gueule de Caillou, tandis que la bestiole rentre dans la combinaison de Milburn et... Donc voilà, une bestiole en forme de phallus qui rentre dans la bouche d'un bonhomme. Donc concrètement, Ridley Scott vient de nous proposer le premier préliminaire interespèce. Mais oui, hein, Papy Ridley a toute sa tête. Le lendemain, il fait à nouveau beau. Malheureusement, Holloway, bah, il a quand même un peu la tronche dans son anus. Hein. Et oui, c'est ça quand tu tiens pas l'alcool. Hein. Jusqu'au moment où il voit un truc un petit peu louche dans son œil. En conséquence, il décide d'en informer tout de suite, bah personne en fait, hein. Oui, hein, parce que c'est apparemment comme ça qu'on fait dans cet équipage. Hein. On n'informe personne de rien. Ah, c'est fabuleux. Hein. Bref, Chef, lui, propose quand même qu'on aille retrouver les deux blaireaux qui sont restés dans le dôme parce que, bah, notamment, il n'a plus de contact de leur part et puis, bah, parce que bon, ce serait trop intelligent de leur part de notamment visionner les enregistrements des caméras de leur casque ou de leur combinaison. Bon, accessoirement, il évoque quand même le fait, mais alors très rapido, hein, qu'il y a eu un problème, donc un bug de la soi-disant sonde qui avait détecté une forme de vie, puis dans la seconde suivante, bah, ne la détectait plus. Et donc c'est C3PO qui se propose d'aller y jeter un œil de son côté, et surtout, il se tarde d'aller faire sa petite popote de droïde pas nette tout seul. Et du coup, il tombe sur une nouvelle porte, donc vite, le petit carnet de code et... Donc une nouvelle salle remplie de jarres, ce qui n'est pas spécialement rassurant, mais qui lui l'inspire beaucoup, vu qu'il aime bien jouer avec. Hein. Et donc un couloir plus loin accède à une autre pièce, avec donc une table de commande dont les boutons ressemblent à des œufs durs jusque dans la texture, hein, que C3PO trifouille dans tous les sens parce qu'il en comprend la fonction grâce à... Enfin bref, il comprend. Et c'est ainsi qu'une nouvelle séquence du journal holographique se produit, où visiblement nos ingénieurs se préparaient à partir en voyage pour... Donc oui, la Terre, et pour ensuite s'apercevoir que, bah, y a encore un ingénieur qui pionce dans un des sarcophages de la salle. Donc fort probablement la fameuse forme de vie qui avait été détectée par la sonde.
Mais alors dans ce cas, j'ai envie de demander, pourquoi 1 minute après, elle la détectait plus? Enfin, je sais pas, ça a aucun sens. Ça veut dire que l'ingénieur, en fait, pendant son sommeil, il a décidé de faire une petite phase d'apnée? Ah oui, mais ce contexte finalement est surtout nécessaire pour faire avancer le scénario jusque-là. Donc voilà l'objectif de nos ingénieurs, c'était la Terre, avec donc une cargaison de milliers de jarres, hein, ce qui évidemment est moins rassurant qu'un bouquet de fleurs, hein, quand on a vu justement la gueule d'Holloway au réveil à cause de seulement une goutte de ce bordel. Ah bah ça tombe bien qu'on parle d'Holloway, puisque du côté de l'expédition, on revient sur les lieux où on découvre le corps sans vie de Milburn. Je vois du mouvement dans l'œsophage. Donc au vu du contexte, une créature vivante est peu favorable à sympathiser, ce qui devrait conforter dans l'idée de faire rapido demi-tour, et plus encore, quand Holloway tire une sale tronche, quoi. Faut qu'on parte tout de suite. J'ai perdu un homme, Dis-moi ce que c'est, dis-moi. Holloway est malade. Et alors sur le trajet retour, c'est vraiment le martyre pour lui. Et ça s'annonce visiblement très mal parce que, en gros, on veut pas leur ouvrir la porte du vaisseau. Remettez-lui, pourquoi le sas est toujours fermé? Vickers, j'ai donné un ordre. Ah bon, bah parce que maintenant c'est toi le chef? Putain, mais je comprends pas le fonctionnement hiérarchique de votre film de merde. Mais Rikers, elle s'en fout parce que, bah tu comprends, c'est risqué. C'est quoi ces conneries? Il ne vient pas à bord du vaisseau. Vickers, cet homme est malade. Alors qu'en plus, ils ont un système de quarantaine exprès et sont équipés d'un Medipod. Mais comme Rikers, elle est un peu con, c'est non. Voilà, tu rentres pas. Tout le monde à part Holloway est monté à bord du vaisseau. Non. Mais sachant que de toute façon, tu sais pas de quoi, ni depuis quand il est atteint de cette maladie. Vous êtes peut-être déjà tous infectés, meuf. Bref, comme tout ça est extrêmement ridicule, Holloway veut en finir rapidement du coup. Et forcément, vu tout ce qu'il a bu la veille, bah, j'aime autant te dire qu'il crame plutôt bien. Hein. Donc voilà, merci Holloway, au revoir. Après tout ça, bah, vu qu'elle était quand même proche de lui, Zaza c'est la première à devoir subir des examens médicaux, où C3PO va lui apprendre la grande nouvelle. Vous êtes enceinte? Ah bah ouais, mais c'est pas banal, et plus encore... D'environ 3 mois à première vue. Bah surtout qu'elle a pioncé pendant 3 ans, et que la dernière fois qu'elle a niqué, c'était il y a 10 heures. Ce qui n'est pas beaucoup très rassurant, et d'autant que... Il ne s'agit pas d'un fœtus conventionnel. Il faut que je le voie. Je vous le déconseille. Donc C3PO préconise de la foutre en cryostase jusqu'à leur retour sur Terre, mais vu que cette situation est le fruit de son expérience, ça dénote davantage de la malintention du droïde. Du coup, il lui injecte un petit tranquillisant qui l'endort aussi sec, et donc, quelques minutes plus tard, les autres docteurs du vaisseau s'apprêtent effectivement à la foutre en cryotube, mais... Et Zaza de se faire la malle, direction le Medipod de toute urgence pour se faire retirer le truc qu'elle a dans le bide, hein. Mais ouais, mais faut savoir, quoi. Alors, un coup, t'es triste parce que bah, tu peux pas enfanter, et puis le coup suivant, finalement, t'es triste parce que bah, t'es en cloque. Juste parce que, ouais, c'est pas un embryon normal. Enfin, je veux dire, saisis l'opportunité quand elle vient, quoi. C'est vrai, c'est quand même faire un petit peu la difficile, juste parce que tu t'apprêtes à pondre un monstre, quoi. Je nécessite une césarienne. Erreur. Ce Medipod est configuré pour des patients mâles. Ah bon? Alors attendez, un truc à plusieurs millions de dollars pour une expédition avec des hommes, mais aussi des femmes à bord, mais ça traite que des hommes. Comme c'est étrange. Surtout pour un dispositif censé être dans la cabine de qui déjà? Ah oui, de Rikers. Ou alors, je sais pas, est-ce qu'elle nous aurait pas caché un zizi dans sa combinaison moulante, la blonde? Est-ce que Chef veut peut-être témoigner de quelque chose? De leur récent débat de 10 minutes la veille? Non, mais en fait, pour accéder aux soins de patients femelles, ça nécessitait effectivement un patch supplémentaire dans le programme qui aurait coûté 200 $, hein. Donc bah, effectivement trop cher pour une machine à plusieurs millions, tu comprends? Bref, c'est totalement con. D'autant plus que finalement, le truc peut pas faire une césarienne, malgré le fait que, comme Zaza le disait au début du film, c'était... C'est une technologie hors de prix. Elle opère à cœur ouvert. Bon, du coup, elle demande une chirurgie abdominale option extraction de corps étranger. Elle se blinde d'antidouleur et c'est parti. Et donc, ce qui en sort, c'est ça. Maman!
Oh, toutes mes félicitations. C'est un calamar. Bon, je suis sûr que c'est un garçon. Comment ça, j'ai aucune idée du sexe de la bestiole? C'est un garçon et c'est tout. Parce que c'est ce que j'ai choisi de croire, ok? Ah bah moi aussi, je peux l'appliquer sur beaucoup de choses, hein, ce précepte. Du coup, on va l'appeler comment, ce petit bonhomme? Pardon, ce petit mollusque? Luc. Bon, d'accord. Bref, elle se fait recoudre et sort fissa de la cabine, en prenant notamment le soin de refermer l'affreux dedans et de le congeler. Mère indigne. Mais comme si ça suffisait pas en termes d'événements étranges et merdiques, Chef vient de constater que la caméra de Caillou, et elle refonctionne et elle indique qu'il se retrouve tiens, juste devant la rampe du vaisseau. Sauf que ce petit salopard, il répond pas aux appels. Et donc, c'est un Caillou qui s'exerce au contorsionnisme qui se présente. Hein. Alors pourquoi il est dans cette position improbable, on n'en sait absolument rien, et Ridley Scott non plus d'ailleurs. Hein. Sauf que... Voilà ça. Tu peux venir voir? Donc Caillou qui, à cause du sang acide du serpent et du verre fondu de sa visière, et surtout grâce à la magie des scénarios de merde, s'est transformé en zombie. Ah, c'est super. Non mais en vrai, ça n'a aucun sens. Et donc Caillou qui se met à dézinguer tout ce qui lui passe sous la main, à savoir des membres totalement sacrifiables. Bref, comme on n'aime pas trop ce genre de blague, et que surtout, il aurait pu toquer à la porte, comme toute personne polie, quoi. Voilà, bien fait pour toi, Caillou, au revoir. Zaza, de son côté, elle se balade dans le vaisseau jusqu'à ce qu'elle tombe sur ça, et surtout sur ça. Oh ça alors, mais quelle surprise! Non mais c'est vrai, on nous avait tellement pas préparé à ça, surtout après la séquence de la cabine de cryostase isolée qui donne des ordres, quoi. Allez, un petit effort, faites style que vous ne vous y attendiez pas, quoi. Donc effectivement, Weyland qui a voulu lui aussi se taper tout le trajet pour rencontrer son créateur, et en fait, c'est surtout là qu'on apprend qu'en vérité, toute cette expédition à 1000 milliards de dollars, c'est avant tout pour tenter de savoir si les ingénieurs qui donc nous ont créés peuvent aussi nous sauver. Ou tout du moins lui surtout, parce que bon, c'est lui qui allonge la monnaie. Puis il faut dire qu'il n'est pas de la première fraîcheur, il sent bien qu'il va bientôt devoir passer l'arme à gauche plus pas tard. Alors que moi j'ai une solution toute trouvée mec, si tu veux survivre, et qui suit la logique en plus du choix de casting de Ridley Scott. T'enlèves tes prothèses faciales en peau de couille et hop, c'est magique, tu gagnes 40 piges illico quoi. Comment ça, vous m'accusez de faire dans la facilité scénaristique? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle ce qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure? Bref, comme ils sont un petit peu l'urine, comme toutes les vieilles personnes, on le lave un peu en vue d'être un chouïa présentable pour rencontrer l'ingénieur qui pionce. Et même si de son côté elle n'est pas super bien emballée, vu les événements pourris qui se sont accumulés depuis leur arrivée, mais bon, elle va quand même suivre le mouvement, la Zaza, parce que sinon c'est pas drôle et que c'est surtout nécessaire pour la suite du scénario. Sauf qu'entre-temps, elle croise Chef qui a fini de faire cuire Caillou au lance-flamme et qui est quand même très sceptique par rapport à tout ça. Ces ingénieurs, c'est pas chez eux ici. C'est une installation, peut-être même militaire. Bon, en même temps, j'ai l'impression que c'est bien le seul à être dans le vrai dans tout ça, même si bon, on sait pas trop comment il en déduit ça, ni ça d'ailleurs. Ils l'ont mis ici au milieu de nulle part parce qu'ils sont pas assez cons pour fabriquer des armes de destruction massive chez eux. Sauf que, parce que vous êtes bien gentil à nous pondre des paroles sensées pour une fois, mais ça cache forcément un truc foireux là, non? Vous le voyez pas? Non? Ben oui, rappelez-vous les fameux glyphes sur lesquels les ingénieurs montrent aux humains le système stellaire de leur position. Enfin, je sais pas, mais vous trouvez logique qu'en gros, il leur ait indiqué finalement la position du dépôt d'armes destiné justement à tuer l'humanité et pas leur planète d'origine? Enfin, je sais pas, c'est débile ma parole, mais les scénaristes, ils se sont relus quand ils ont écrit le truc? Non, parce qu'à ce rythme-là, c'est pas un script doctor qu'il fallait pour corriger toutes ces âneries, mais carrément toute une équipe de script doctor. Bref, Chef, lui, il en a littéralement marre, donc lui, il veut se barrer et en speed, mais malheureusement, pas tant que celui qui commande, mais vraiment pour de vrai, donc cette fois maintenant on le sait, qui commande, n'est pas rendu visite à l'ingénieur restant. Ah, et accessoirement, c'est parti pour une autre révélation,
pas du tout prévisible, à savoir que, eh ben oui, Rikers est bien la fille de Weyland. Waouh, celle-là aussi, vous vous y attendiez pas, hein. Du coup, c'est bon, je peux garder mes ciseaux dans le tiroir et mes bouliches dans mon froc. Rikers qui lui explique donc que, oh, ça suffit, hein, il serait temps qu'il crève, le vieux, hein. Un roi règne en son temps, et ensuite il s'éteint. Donc voilà, prends ça dans ta gueule, hein, papounet. Et donc c'est parti pour suivre C3PO en direction de la salle de commande alien. Donc C3PO qui invite même Weyland à retirer son casque, hein. Nous ignorons toujours comment Holloway a été infecté. Si le virus est dans l'air... Il ne l'est pas. Bon je crois que désormais tu sais que tu peux définitivement pas te fier à C3PO et que peut-être toute cette merde qui est en train de se produire depuis votre arrivée est un petit peu la résultante de ces actes. Et le droïde d'expliquer que, en fait, ils sont au cœur d'un vaisseau spatial. Et donc Chef qui suit ça de très près via les caméras sur les combinaisons des différents membres de l'expédition. Donc pas comme avec Caillou et Milburn, hein, pendant qu'ils étaient en train de crever, pendant que Chef se tapait Rikers. Eh bien là, Chef découvre via le système de cartographie l'engin au complet, qui rappelle un petit peu donc le fameux Derelict, hein, donc vous savez le fameux vaisseau du Space Jockey dans le tout premier Alien. Et donc, une fois dans la salle de commande, C3PO sort son petit carnet de mots de passe et active le bordel. Il apparaît évident qu'ils étaient sur le point de partir. Au moment où tout a capoté. Mais partir où? Sur Terre. Ce qui pique forcément la curiosité de Zaza, qui aimerait bien savoir pourquoi. Pourquoi? Parfois, pour créer, il faut d'abord détruire. Ok, et donc ce sont ces mêmes créateurs que tu t'apprêtes à réveiller pour aller leur demander une rallonge d'espérance de vie au profit de l'espèce humaine, alors qu'ils envisageaient finalement de l'éradiquer? C'est fascinant tout ça. Tu risques d'être vachement bien accueilli, tiens. Bref, après autant de débilité, c'est l'heure du réveil, et là, devant le colosse, Zaza a forcément, elle aussi, plein de questions, hein, comme c'est quoi qui a tué son peuple à l'intérieur du dôme, c'est quoi cette merdouille dans les jarres, pourquoi vous voulez nous tuer, comment est-ce qu'on fait des bébés, enfin des bébés normaux, tout ça. Mais sauf que Weyland, lui, il s'en fout de tout ça. Lui, il veut vivre, même s'il sait pertinemment qu'il s'adresse visiblement pas à la bonne personne. Du coup, C3PO traduit la demande de Weyland parce que lui, en fait, il sait parler la langue des ingénieurs parce que... N'oubliez pas que je connais 6 millions de formes de communication. Voilà, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour justifier ça, hein. Sauf que l'ingénieur, qu'on appellera GG, il sent un petit peu comme une odeur fécale, émanant notamment de Weyland, hein, qui a sûrement pas réussi à retenir son sphincter, hein, comme d'habitude. Et j'aime autant vous dire que ça rend évidemment pas service à l'espèce humaine de montrer une telle imperfection qui ne fait malheureusement que prouver qu'on descend bien de Bibi l'albinos, hein. Et que c'est peut-être sûrement la raison pour laquelle ils veulent nous annihiler depuis 2000 ans. Ce qui fait que... Donc le v'là parti pour faire ce qu'il envisageait de faire il y a 2000 ans, à savoir dérouiller de l'humain, tandis que Zaza, qui s'était préalablement pris un bon coup de crosse dans le bide, justement par un des hommes de main de Weyland, parce qu'elle faisait chier avec toutes ces questions, hein, alors qu'en plus elle avait subi au préalable 2 heures avant une opération du ventre, se met à piquer un 100 mètres pour échapper à tout ça. Tandis que dans le Prometheus, après ce qu'on vient de voir via les caméras, on envisage évidemment de ne pas rester dans les parages, vu la merde qui s'annonce. Surtout que notre GG, après cette petite remise en jambe qui fait du bien au réveil, hein, décide de démarrer son vaisseau, cap vers la Terre, afin de finir le taf. Donc oui, vous savez, ce fameux taf qu'il devait faire il y a 2000 ans, mais que pour une raison totalement inconnue, hein, et surtout alimentée par un non-sens total, à seule fin de servir avant tout le cap du scénario de ce film de merde. Donc oui, il a préféré pioncer sans programmer son réveil. Et tandis que le sol s'ouvre sous les pieds de Zaza pour permettre à l'engin de pouvoir prendre son envol, notre héroïne se tape un vrai parcours du combattant comme si elle se préparait au JO, tu sais, hein. Oui, parce que bon, son avortement fait à l'arrache, tout ça, hein, c'est quand même très futile comme détail, hein. Et donc Lavla qui contacte Chef pour lui dire d'intercepter coûte que coûte le vaisseau ennemi,
ce qui plaît guère effectivement à Rikers. Annette, si vous ne l'arrêtez pas, c'est plus la peine, on n'aura plus nulle part où rentrer. Du coup, chef, lui, il réfléchit. Monsieur Ravel, mettez le propulseur ionique en chauffe. Commandant, une mise à feu ionique dans Ça l'atmosphère. fait de nous une bombe, oui, c'est exactement ça. Et du coup, il invite Rikers, alors qu'il semble pas spécialement emballé à l'idée de se faire sauter une deuxième fois dans cette aventure, hein, mais pas de la même manière que la première, à s'éjecter au plus vite via une capsule de survie et profiter notamment de la capsule ultra méga luxe qu'il va également éjecter, ou alors tout simplement d'aller se faire foutre. Face à un tel choix, la question, je crois, elle est vite répondue, comme dirait un grand homme en costard trop cintré au niveau des parties génitales. Rikers choisit donc la première option, tandis que Chef et ses copilotes de foncer tout droit dans le dérélict et le vaisseau porteur de mort de se cracher aussi sec. Impact imminent. Lâchez tout! Mais comme ça serait trop simple, eh bien sa forme ronde fait qu'il se met à rouler par terre, oui, hein. Donc pile dans l'axe de Rikers et Zaza, qui se mettent elles aussi à rouler par terre, à courir dans, en fait dans le même axe. Enfin bon, je sais pas, te décaler sur la droite ou sur la gauche pour éviter de te faire écraser, c'est trop difficile. Bah oui, ça requiert effectivement un minimum d'intelligence et surtout d'instinct de survie, donc tu m'étonnes que les ingénieurs veulent effectivement tous nous tuer avec des cas pareils, quoi. Bon, pour notre gouverne, je le rappelle, on descend effectivement de Bibi l'albinos, c'est déjà pas un point fort, donc je trouve qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti en tant qu'espèce à travers ces milliers d'années d'évolution avec un handicap pareil. Bref, de cette péripétie en découle que Rikers finit en mode crêpe, mais pas Zaza, parce que elle est gentille et puis parce que Ridley Scott l'a décidé. Et donc elle part se réfugier dans la capsule de survie, sauf que à l'intérieur c'est le bordel. Voilà, donc le piano est plus à sa position habituelle, les livres sont tombés de la bibliothèque, enfin franchement c'est pas vivable quoi. Et du coup la voilà qui s'équipe d'une hache parce que son instinct lui dit qu'il faut qu'elle en prenne une, donc voilà. Et d'un côté elle fait bien parce que visiblement... Eh oui, Luke est vivant et semble avoir bien grandi. Soudain, Zaza est contacté par ses 3 PO. Il faut vous enfuir sans plus attendre. Il vient vous chercher. Ah, c'est ballot ça. Donc GG qui a rejoint la capsule de survie parce que il savait comment l'ouvrir déjà, hein, merci. Mais surtout qu'il a réussi à faire le trajet sans son casque, alors que il est logiquement comme nous, inapte à respirer l'air de la planète, quoi. D'où le système de terraformation dans le dôme, il me semble, non? Mais bon, on n'est plus à une invraisemblance près, hein. Qui vient me chercher? Ouverture, porte extérieure. Donc GG qui saute sur Zaza, mais... Donc oui, Luke qui semble pas bien content qu'on touche finalement à sa maman, hein, même si elle l'a renié. Hein. Ah oui, il a un bon fond, Luke. Ce qui permet effectivement à Zaza de s'enfuir. Mais alors là, par contre, Luke, il a pas juste grandi, quoi. Il est énorme. Donc sûrement après avoir mangé tout le stock de choc à pic qui était planqué dans l'armoire à pharmacie, hein, il faut bien trouver des explications comme on peut, parce que c'est pas Ridley Scott qui va nous en fournir. Hein. Tandis que GG, lui, il en chie un peu beaucoup avec le céphalopode. Ah, je vous avais bien dit que c'était un garçon, puisque oui, il lui fourre son trinini dans l'orifice buccal. C'est vraiment des pervers, les bestioles sur cette planète, c'est un truc de dingue. Bref, en un seul film, 2 préliminaires interespèces, c'est fabuleux. Oui, vous avez raison, c'est mieux allongé, même si bon, le sol, ça risque d'être un peu dur et froid, hein, et que dans certaines positions, ça laisse effectivement des marques aux genoux. Hein. Du coup, ces 3 PO recontactent Zaza et lui demandent son aide, ce qu'elle est peu encline à lui offrir, vu les saloperies dont il est à l'origine, mais qu'elle va quand même devoir accepter parce que... Parce que, sans la mienne, vous ne quitterez jamais cette planète. Et de finir par la convaincre en lui expliquant surtout ce qu'on sait depuis déjà pas mal de temps, c'est que si ce vaisseau ennemi était rattaché au dôme, il y avait d'autres dômes juste derrière. Et oui, on les voyait notamment sur ce plan. Donc logiquement, ça implique d'autres vaisseaux. Et... Je sais les piloter.
Du coup, elle va chercher le droïde. Nous devrions pouvoir atteindre notre monde sans trop de difficultés. Retournez chez moi, ce n'est pas ce que je vous demande. Eh ben non, elle, ce qu'elle veut, c'est aller chez eux. Ils nous ont créés. Et ils ont voulu nous détruire. J'ai le droit de savoir pourquoi. Mais j'ai envie de dire, meuf, il y a 30 minutes, GG semblait déjà pas vouloir y répondre à tes questions, mais bon. Et puis, pourquoi vouloir aller les voir, alors que ici, c'est un dépôt d'armes destiné à la Terre, qui a été abandonné depuis 2000 ans 2000 ans, putain. Donc visiblement, ils en ont plus rien à foutre. Sinon, tu penses bien que ils auraient tenté une autre expédition d'annihilation de l'espèce humaine. Donc pourquoi tu veux leur apporter la preuve, toi toute seule en plus, qu'une de leurs missions a échoué et qu'ils vont devoir employer des moyens plus conséquents pour l'accomplir? C'est incompréhensible. Ah, merci C3PO. Mais des propos qui ne suffisent évidemment pas à la dissuader dans son idée de merde, et donc elle embarque dans un autre vaisseau et fin. Enfin non, on a droit à un petit extrait où GG, après sa partie de galipette avec Luke, sent quelques douleurs à la poitrine, à tel point qu'en sort une bestiole étrange mais assez familière. Oui, Flipper le dauphin. Bref, du grand n'importe quoi, et encore, je me félicite de ne pas avoir été encore plus en profondeur, et même d'avoir été plutôt gentil avec ce film, mais bon, voilà. Quand tu te retrouves avec un film sur lequel on veut limiter la violence et le gore, le tout pour atteindre une classification qui te permettrait d'élargir ton public, mais qu'en contrepartie, proposer des animaux aliens phallus et des actes qui mériteraient de figurer sur des sites pour adultes, c'est limite l'hosto qui se fout de la charité, quoi. Et sinon, pour les questions en suspens, alors quid de ce qui a bien pu se passer, notamment dans le dôme avec tous ces cadavres pleins de trous? Voilà, on suppose que des créatures leur sont sorties du corps, mais visiblement, pas de traces, hein. Pareil, pourquoi le sas d'entrée du dôme avait un trou lui aussi? Et qu'est-ce qui aurait bien pu en être sorti? On sait pas. Quid de ce qui a bien pu se passer dans les autres dômes? Visiblement, ils étaient inhabités. Pourquoi, s'ils n'ont pas réussi à détruire l'humanité comme c'était prévu à cause d'une couille dans le pâté, les ingénieurs n'ont finalement rien fait les 2000 ans qui ont suivi? Enfin, voilà, visiblement, sur leur planète d'origine, ils s'en sont pas du tout préoccupés. Donc en fait, les mecs, ils ensemencent des planètes, tu sais, comme ça, pour rire, mais ils ne se soucient pas du tout des comptes rendus des opérations militaires. C'est absolument fabuleux. Pareil, qu'est-ce que c'était que cette putain de porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'en sait rien. On peut aussi se demander pourquoi Caillou a fini en zombie. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, pourquoi un coup la substance noire transforme un organisme vivant en créature extraterrestre géante et agressive, alors qu'en vérité, c'est conçu pour détruire les êtres vivants? Mais aussi, quid des autres passagers en vie? Ah bah oui, parce que celle-là aussi, elle est bien bonne. En fait, il faut savoir que le Prometheus dispose à la base d'un équipage de 17 personnes, C3PO et Weyland compris. À la fin, il reste seulement Zaza et C3PO. Ce qui sous-entend, tout naturellement et très logiquement, du moins si on est bon en maths, eh bien que 15 personnes sont mortes. Alors pourquoi, durant le film, on en compte 13 des personnes capoutes? Bah oui, c'est bien beau, Ridley, de pondre des membres d'équipage dont tu te fous totalement, mais faut quand même les inclure dans tes calculs, quoi. Et bien sûr, j'en passe des vertes et des pas mûres, hein. Donc autant de trous dans la raquette et des questions laissées en suspens, mais qui trouveront peut-être des réponses dans la suite, à savoir Alien Covenant. Qui sait, hein? Allez, on va y croire. Bah oui, ça veut donc dire qu'on va devoir se taper effectivement Alien Covenant, mais avant, on va quand même faire une petite pause sur la franchise, hein, pour digérer tout ça et passer à d'autres films, puisque de toute façon, effectivement, les films de merde, ça n'en manque évidemment pas. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé par rapport à ce film, par rapport à voilà pourquoi Ridley Scott nous a fait tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du Bouzoscope. Allez, bye.